Hello à tous, je suis Mélodie Schmoos, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité, parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster 2 fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Pascal Nuty, cofondateur de Solable, entreprise de biotechnologie qui a créé un purificateur d'eau écologique et simple d'utilisation. Pascal, c'est un entrepreneur ambitieux et ancré dans l'action, dont l'entreprise est en pleine expansion. Pendant cette discussion, on parle du fait que 2,6 millions de personnes meurent chaque année à cause de maladies liées à une eau impropre, mais aussi évidemment de la place de la technologie pour y remédier et de son aspect business. En l'occurrence, comment faire pour que les investisseurs soient aussi des partenaires? Comment lever des fonds auprès de ses clients? Comment créer du contenu de qualité et utiliser efficacement le SEO? On parle aussi du CES Las Vegas, la référence en matière d'innovation pour les startups du monde entier, de la crise du Covid et de l'impact sur l'approvisionnement des composants électroniques de cette crise. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux que Pascal nous partage. Donc, bonjour Pascal, merci beaucoup de venir témoigner de votre expérience sur Business Positif. Bonjour Mélodie, merci de m'inviter sur ce podcast positif. Je suis hyper contente de vous recevoir parce que vous avez plein de choses à nous partager aujourd'hui et on va commencer tout de suite directement dans le vif à parler de Solable pour que vous me racontiez un petit peu ce que c'est et comment est née cette entreprise. Bien sûr, avec plaisir, Mélodie. Cette entreprise est née du souhait de deux potes il y a 6 ans de ça, donc en 2015. Et donc les 2 cofondateurs, dont un vous parle en ce moment, étaient des gens qui se connaissaient déjà à travers diverses aventures dans les énergies renouvelables et la mobilité électrique, et qui se sont regroupés dans Solable pour créer une espèce de start-up de rupture écologique, hein, donc avec un but de bousculer des choses dans l'énergie, dans l'eau, dans l'empreinte qu'a l'être humain sur la planète, et d'en faire un business, bien sûr, hein. Donc on rejoint complètement le thème, j'imagine, de ce joli podcast. Et donc voilà, ça nous a pris 6 ans pour en arriver aujourd'hui à un produit qui est commercialisé depuis 2 ans, qui s'appelle La Vie, et qui est un produit c'est une technologie plus qu'un produit d'ailleurs, hein, puisqu'on a réussi à créer un brevet bas niveau, je dirais, sur cette techno, et ensuite à en faire des déclinaisons de produits sur le marché. Et donc depuis 2 ans, on trouve sur le marché ce purificateur d'eau qui s'appelle La Vie, et qui permet donc de fabriquer son eau en bouteille à la maison, entre guillemets, avec une qualité qui, on le prétend et on le vérifie sur le terrain, ne démord pas de la qualité habituelle d'une eau minérale, par exemple. Et comment est né le projet? Parce que qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu, vous, sur cette thématique précise de l'eau et de la capacité à purifier l'eau? En fait, Solable, c'est la conjonction de solaire et potable, hein, donc c'était un peu notre mission number one qu'on avait définie au début, et on pensait arriver à faire des choses assez simples. On est plutôt low-tech, hein, on est au niveau de notre esprit, et donc on pensait utiliser la chaleur du soleil pour faire de la pasteurisation. Hein, la pasteurisation, pour vulgariser, s'il y a des gens qui comprennent pas bien ce terme-là, c'est le fait d'élever l'eau à 60 degrés pour lui enlever toute forme de vie bactérienne. Oui. Donc c'est assez facile à atteindre. 60 degrés, c'est pas une température où on fait exploser les containers. C'est assez rapide parce qu'il n'y a pas besoin de tant d'énergie que ça. Et donc on était en train de déplier un concentrateur solaire à 3 euros, quoi, hein, histoire de pouvoir pasteuriser une bouteille d'eau de manière individuelle et résoudre des problèmes d'accès à l'eau de qualité par l'individu, parce que c'est aussi notre philosophie. On est un peu spéciaux. On pense que des outils adaptés à l'individu lui permettent de changer son point de vue sur l'environnement, sur sa résilience, sur ce qu'il peut apporter lui-même à sa propre vie.
et donc lui permettre de prendre un peu du recul sur tout ça et de mieux comprendre les problématiques liées entre l'individu et la planète. Et donc, en mettant au point ce truc-là, on a utilisé de l'eau du robinet qui contenait du chlore en France et on s'est rendu compte que le goût de l'eau avait changé. Et donc, du coup, on a passé 2 mois à démonter, entre guillemets, ce process pour essayer de comprendre pourquoi cette eau qui contenait du chlore avait changé de goût à tel point qu'elle était devenue aussi bonne qu'une eau minérale au goût. Ouais. Et on a fini par découvrir que les UV étaient coupables, entre guillemets, responsables, et on a trouvé une longueur d'onde dans les UV qui s'appelle les UVA, qui est un peu séparée des UVB qui font les coups de soleil, et qui permet de faire le travail de manière artificielle. C'est-à-dire qu'on a reproduit ce traitement hors soleil dans une pièce fermée et dans un prototype à l'époque. On a donc vite posé un brevet parce qu'on s'est rendu compte que personne n'avait jamais travaillé sur cette branche-là de la purification de l'eau. Et voilà, donc derrière ça, on a gagné un CES Award à Las Vegas, on a fait un financement participatif sur Kickstarter, on a fait un autre sur Indiegogo, il y a Boulanger qui est venu nous voir pour distribuer le produit à Las Vegas en fin 2017. Et voilà, après ça s'est plus arrêté et on est en progression. On se développe très vite en ce moment, oui, on pense multiplier par 2 voire 3 le chiffre d'affaires cette année. On avait 50% de progression pendant l'année Covid en 2020. Okay. Et on vient de faire atterrir notre première cargaison aux USA il y a quelques semaines. Génial. Et vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe? On était 2 il y a un an, on est 6 aujourd'hui et on sera probablement 10 dans quelques mois, oui. Ok, oui, donc vous voyez vraiment la progression. Et alors généralement, c'est vertigineux, oui. Ça va trop vite. Mais non, mais c'est ça. Et du coup, comment vous faites au niveau du financement? On s'en est bien sorti. On a géré ça en bon père de famille, entre guillemets. Donc, on a fait une toute petite levée de fonds l'été dernier avec un privé qui nous a rejoint, mais qui en échange fait du business développement international pour nous. Okay. Et qui a amené 300K € à l'entreprise. On a fait entre-temps une valo qui nous amène dans des sommets assez énormes avec un professionnel de la valorisation dans les biotech. Et aujourd'hui, on se prépare à faire une petite levée de fonds nouvelle, genre 500 000 €. Mais on a refusé l'entrée de plusieurs gros fonds qui nous imposaient des règles qu'on n'avait pas envie d'épouser. Et donc, c'est intéressant. C'était quoi notamment qui a fait que vous vous êtes dit ok, on continue plutôt Non, mais c'est une bonne question, hein, et puis j'espère que ça profitera à d'autres. Et c'est vraiment fait pour ça. Hein. Il n'y a pas de mal à se mettre à nu sur ce genre de sujet. Oui. D'abord, ces gens-là, je crois qu'on a fait environ 700 000 € cette année, malgré la fermeture pendant 3 mois de Boulanger qui a été contraint de fermer ses rayons à cause du Covid. Et donc, on avait un objectif de 800 000 ou d'1 million, je sais plus. Et il y a 2 gros fonds qui nous ont joué le coup à la fin de l'analyse du dossier. Et je dis bien à la fin et pas au début, de nous dire oui, mais vous n'avez pas atteint 1 million d'euros. Et normalement, notre règle, c'est qu'on prend pas de boîte en dessous d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Or, on est une boîte technologique. On n'est pas une boîte entre guillemets. On vend pas des robots ménagers. On a mis au point une technologie, on l'a brevetée mondialement. Et cette technologie, elle fonctionne parfaitement dans tous les pays qui utilisent du chlore dans l'eau du robinet, c'est-à-dire 97% des endroits de la planète. Et donc, on est avant tout ça. Et là, je trouve que ce genre de réponse manque d'intelligence. Et quand je pense que je suis en face d'un fonds qui n'a pas l'intelligence de comprendre ce que je fais, je vois pas pourquoi je le prendrais comme associé. C'est tout bête, hein. Mais il y a un moment donné, on doit s'entendre. C'est aussi dans le financement, c'est qu'un fonds d'investissement ou même un business angel, c'est aussi un partenaire et donc du coup, il y a aussi la confiance dans le fait de. Et j'ai eu l'expérience, dans ma vie façon Steve Jobs d'être viré par mes propres associés investisseurs d'une aventure qui m'a coûté d'avoir perdu 7 ans de ma vie à construire quelque chose qui n'a jamais abouti. Et donc, je sais très bien que si on a ce qu'on appelle un discrepancy, enfin une différence de point de vue au départ, ça va être un abîme à l'arrivée. C'est-à-dire que 3 ans plus tard, on peut se retrouver dans une incompréhension totale. Et une incompréhension totale entre 2 associés, que l'un soit investisseur ou pas, c'est pas très important. Ce qui est très important, c'est que ça va déséquilibrer la boîte à un sens où ça peut la faire exploser. Oui, et donc, la qualité de la sélection des associés est primordiale, encore plus que la sélection des employés. Mais au final, du coup, vous préparez parce que vous avez donc breveté, vous avez fait cette recherche, vous avez breveté, maintenant vous fabriquez pour vendre et donc à une échelle de plus en plus grande. Donc j'imagine que le besoin de financement, il est lié au fait de pouvoir fabriquer en quantité pour assurer les. Bravo.
Bravo. débouchés. Ouais, ouais, J'essaie de trouver la logique. Et donc bien du sûr. coup, vous arrivez, oui c'est ça, ce que vous disiez, c'est un bon père de famille à gérer cette affaire pour que avec ces sommes qui font pas penser au levée de fonds de 10 millions d'euros, vous puissiez en fait avoir une croissance peut-être plus organique, plus un Oui, peu moins oui, exponentielle, mais qui vous qu'on permet de qu'on vous risque, développer. qu'on risque quand même d'être obligé de caper à notre trésorerie, vous avez raison. Mais bon, il vaut peut-être mieux prendre le risque d'être obligé de limiter sa croissance que de se retrouver avec un associé qui n'est pas dans le même minding que soi-même. Donc, C'est une question philosophique, hein, je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs, oui ça. je vais quand même vous donner 3 chiffres positifs, hein, puisqu'on est dans le positif aujourd'hui, donc on va y rester. On a 500 000 cas, enfin 500 k euros de trésorerie, 500 000 euros si vous préférez. On a 500 000 euros d'endettement, parce que les banques nous Oui. font confiance, BPI nous fait confiance, et donc ils nous ont prêté de quoi assurer un train de vie de fabrication industriel relativement élevé. Et on a 500 000 euros de stock. Ça veut dire qu'on a virtuellement je sais pas, entre 500 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires assuré en stock chez nous, dans nos ateliers. Donc, on est à la fois en danger et pas en danger. C'est-à-dire que envisager les choses de manière négative aujourd'hui serait stupide. Oui. Et en gros, quand votre entreprise fonctionne bien et que vous avez des bons de commande, je dirais, renouvelées de manière annuelle par des gens comme Boulanger, par exemple, vous pouvez très bien aller taper à la porte d'une banque et dire, voilà, j'ai besoin de 500 000 euros en liquidité, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la Oui, banque, en c'est ça. général, dans ce cas-là, elle fait son rôle de banquier, C'est hein. lié à l'innovation du produit aussi, où vous avez d'autres sources de Oui, financement possibles. Et en oui, fait, après, donc il faut tout ça, garder un équilibre quand même, hein, juste pour finir d'informer là-dessus, Mélodie, excusez-moi de vous avoir non, interrompu. allez-y, allez-y. Pour garder un équilibre, il faut quand même de temps en temps faire entrer un peu d'equity pour avoir ce qu'on appelle du haut de bilan et donner un peu du répondant aux banquiers pour leur expliquer qu'il y a quand même des gens qui s'engagent aussi à côté d'eux sur du capital et donc garder un bon équilibre. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'on va quand même faire une levée de fonds de 500 k euros dans les mois qui suivent. L'originalité, et on peut en parler aujourd'hui, je crois que c'est intéressant, c'est qu'elle va être basée, pas exclusivement, mais elle va être focalisée sur nos propres clients, tout simplement, parce que nos clients, bah, c'est notre vrai capital, c'est notre vraie valeur, c'est des gens qui croient à nous, c'est des gens qui sont ravis de posséder ce produit et d'avoir arrêté leur liaison dangereuse avec des bouteilles en plastique. Et ils sont des dizaines de milliers aujourd'hui, donc on va leur demander à chacun s'ils veulent pas investir entre, je dirais, 100 et 1000 euros. Ok. Et je pense qu'avec ça, ben, on en aura assez et on aura au moins des gens positifs avec nous. Et ça, vous allez le faire sur une plateforme en On est ligne? en train de signer avec une plateforme qui s'appelle Lita, Ah, génial. lita.co. Voilà, c'est pas encore fini puisqu'il faut passer ce qu'on appelle la due diligence Oui. enfin, la signature du contrat, mais on a un accord de principe déjà du comité de prévalidation. Ok, bon bah génial. Donc ça, c'est vraiment en cours et donc avec les clients qui pourront faire partie. Bah, si jamais c'est en ligne d'ici à ce que l'épisode soit publié, on mettra le lien Avec sur. plaisir, avec plaisir. Ça prendra 1 mois à 2 mois, je pense. Mais Oui, en fait, voilà. c'est nos clients qui nous ont donné l'idée, hein. C'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup d'emails de clients qui nous ont demandé s'ils pouvaient éventuellement investir dans l'entreprise et on a cherché un outil pour qui puisse leur répondre en fait finalement. Et Génial. donc pour ça, on peut pas faire rentrer une personne à 5 000 euros, une personne à 10 000 euros, une personne à 2 000 euros parce qu'on se retrouve avec des actionnaires trop nombreux et trop de brouhaha au niveau de l'animation de l'entreprise. Par contre, avec des plateformes comme Lita ou d'autres, hein, il y a pas que Lita bien sûr. Nous, on a cherché longtemps notre partenaire idéal là-dessus, et celui-là est un partenaire à impact. Et nous, ça nous convient bien que ça soit une plateforme d'impact, parce que c'est vraiment notre vocation de faire de l'impact. Mais grâce à ça, on peut donc mutualiser des milliers de personnes dans le même véhicule financier qui seront rassurées parce qu'il y a quelqu'un de sérieux qui gère leurs actions. Et nous-mêmes, ça nous fait un seul interlocuteur à gérer au board, Oui, hein, c'est clair. à Et la, à ça la rejoint direction. complètement ma question suivante qui est sur la vision de l'entreprise. Vous avez monté ça. Peut-être dites-en nous un petit peu plus sur vous, sur votre parcours, sur pourquoi vous passionnez pour ces sujets-là et ce sujet de l'eau notamment. Et puis c'est quoi la vision? Vous voulez l'amener où, Solable? Bah, pourquoi je suis arrivé là bah, tout simplement parce que je fais partie des gens qui ont pourri un peu la planète parce que j'étais dans les premiers de ce qu'on appelle l'IT aujourd'hui, donc l'informatique hein, en gros, et que bah, un jour j'ai découvert un peu par force que je m'occupais pas du tout de la pollution énergétique de ce que je vendais, que je sélectionnais pas forcément les serveurs les moins consommateurs d'énergie quand j'équipais un client,
que finalement j'utilisais rarement la plaque de l'alimentation des gros PC que je mettais qui devaient consommer 350 watts, soit presque autant qu'un chauffage. Et puis, un jour, je me suis retrouvé comment dire, en dualité avec la municipalité qui m'a coupé l'électricité sur une grange que j'avais rachetée où la municipalité prétendait que j'avais pas le droit de vivre dedans. Et j'ai été obligé de m'équiper en énergie autonome, autarcique. Donc j'ai commencé à poser des panneaux solaires, une éolienne, des batteries, j'ai câblé tout ça. Et je me suis rendu compte que finalement, au bout de quelques mois, quand c'était installé et que ça a tourné, j'avais dépensé très peu d'argent et j'étais très heureux. Et j'avais plus de panne et je consommais à peu près 10 fois moins d'énergie que précédemment. J'arrivais à vivre heureux avec 1 kWh par jour quand un Français moyen, il en consomme entre 11 et 16. Et donc tout ça, ça m'a transformé. Donc j'ai découvert un autre monde. J'ai arrêté l'informatique presque immédiatement, quelques années plus tard. Et j'ai ouvert. C'était dans les années 2000, un petit peu avant 2000. Et en 2000, j'ai ouvert une boîte sur la mobilité électrique parce que je voulais appliquer un peu ces préceptes sur des choses qui impactaient l'environnement. Et ça s'est bien passé. Et puis ensuite, j'ai ouvert une boîte qui a fabriqué des petites voitures électriques légères. Et c'est là que je me suis fait virer par mon associé et investisseur, donc un peu à la Steve Jobs, sauf que eux m'ont pas rappelé 3 ans plus tard. Et donc j'ai remonté Solable à ce moment-là parce que j'avais vraiment envie de continuer cette aventure d'impact en utilisant mes compétences acquises sur l'énergie et l'environnement. Et donc du coup, c'est après en fait au final sur tout ça parce que vous étiez plutôt côté informatique et c'est en ayant appris à titre particulier que vous vous êtes pris de... Oui, quand j'ai découvert ce que c'était un wattage et un kilowattheure, ça m'a changé ma vision des choses. Puis pareil, je me suis mis à récupérer l'eau de pluie, à essayer de retraiter mes eaux grises pour pouvoir arroser mon jardin. Je me suis retrouvé en situation d'autarcie, quoi, en gros. Et cette situation-là, même si on la vit que peu de temps, ça nous réveille vraiment. C'est un peu comme si on faisait un stage de démocratie en Chine, pour ne rien vous cacher. On comprendrait tout de suite ce que c'est qu'une dictature et on reviendrait en France très heureux de vivre dans une démocratie. C'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est choqué, entre guillemets, par la différence de réalité entre ce qu'on pensait être une chose et ce qu'on voit, ce qu'on mesure. Et finalement, on s'aperçoit que la plupart de nos besoins énergétiques, on peut les effacer sans difficulté et sans manque de confort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi le passage à l'action et puis la recherche pour aller trouver les systèmes. Parce que là, vous avez un brevet qui est déclaré au niveau mondial. Il a fallu aussi quand même trouver la techno, la vérifier, voir qu'elle pouvait être mise à l'échelle. Donc mais ça, je crois qu'on prend confiance au fur et à mesure qu'on expérimente, on prend confiance en soi. Et en tout cas, pas forcément en soi, mais dans les capacités de l'homme à faire de la recherche appliquée. Et forcément, à force de répéter des expériences, il vous arrive le cas de Marie Curie. C'est ce qui nous est arrivé. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Et je pense que c'est une suite d'entêtements sur de l'expérimentation. Alors, quand je dis entêtement, c'est peut-être un peu galvaudé, mais c'est de la répétition. C'est-à-dire que vous y croyez, vous mettez dans le bain, vous prenez vos appareils de mesure, vous changez un peu les paramètres, et puis ça dure plusieurs mois, et puis au bout des plusieurs mois, vous avez acquis une expérience de ce que vous voulez produire ou reproduire ou modifier qui devient animal, sensitive, et en y rajoutant un peu de science, vous arrivez à vos fins, très souvent. Il suffit vraiment d'y croire, quoi. En persévérant. Et du coup, donc vous êtes 6 depuis peu, vous étiez 2 pendant un bon moment, parce que du coup, ça commence en 2015 à peu près, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Comment vous avez fait, c'est quoi les premières étapes de développement? Comment vous avez fait pour faire connaître ce produit? Donc une fois que vous avez validé que ça y est, vous avez une techno qui marche, vous la brevetez pour vous assurer que tout est carré. Comment vous faites pour faire vos premières ventes, pour faire ce partenariat avec Boulanger? C'est vraiment le CES Las Vegas qui a tout changé ou il y a eu d'autres choses avant? Oui. Non, il y avait quelque chose avant. En fait, avant, il y avait ce qu'on appelle le Technopole de l'environnement, d'où je vous parle en ce moment, qui est un centre d'accueil pour les entreprises environnementales qui contient une pépinière Clean Tech. Vous pouvez rappeler où il est? Pardon? Vous pouvez rappeler où il est localisé? Bien sûr, oui. Il est à Aix-en-Provence, exactement sur la commune de la Durade, qui touche Aix-les-Milles, la mégazone industrielle locale, mais qui est située dans 175 hectares de pinède avec donc des pans en liberté, comme je citais précédemment, mais aussi des jolis bureaux pour les startups et pour les entreprises. Il y a aussi des grosses entreprises qui nous tournent autour, mais dans la pépinière, il y a que des startups qui sont en incubation.
Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Frédéric Guilleux, qui est le directeur de cette cleantech, de cette entreprise, et de ce technopole aussi d'ailleurs, qui nous a poussé à aller au CES, présenter notre truc à Las Vegas. On n'y croyait pas vraiment, je vous le cache pas. Disons qu'on voyait pas trop pourquoi il fallait aller à Las Vegas pour réussir en France. Et en fait, il avait raison. Voilà, Et c'est c'est tout. Il ce y a rien à monsieur rajouter. qui vous a, parce que aller Oui, aller oui, à ce gros, oui. j'allais dire salon, cet événement énorme, Ouais, il nous a c'est un vraiment endroit. bousculé. Il nous a pas frappé, hein, mais il nous a vraiment bousculé dans le sens où il nous a dit, les gars, faut y aller, quoi. Voilà, c'est tout. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Il faut y aller. Et du Donc coup, voilà. vous avez engagé vos frais, vous vous êtes dit, OK, on fait le pari, on y va. Parce que j'imagine qu'aller à Las Ah oui, Vegas c'est pour cher. présenter, C'est cher. Hein. c'est Ouais. ça? Donc, Ouais. Ouais, vous c'est avez dû plus cher en trancher. temps finalement et en fatigue qu'en argent, mais enfin c'est un billet au plus réduit, je dirais. Si un gars il va tout seul, ça va lui coûter au moins 8 000 balles, je pense. Oui, Et c'est ça. nous, ça a dû nous coûter 15 000 à minima, parce qu'on était deux ou trois. Et bon, ça coûte 15 jours d'organisation, de fatigue, de décalage horaire, etc. Donc ça a l'air d'être un énorme investissement, mais bon, et sauf cette année bien sûr où le CES a pas eu lieu, hein. Enfin il a eu lieu de manière digitale, comme vous le savez peut-être. Mais les autres années, c'est le lieu idéal pour rencontrer non seulement la crème internationale des acheteurs, des décideurs, des PDG, de tout ça, mais aussi bien sûr tous nos décideurs et nos acheteurs français. Donc Oui, c'est là-bas qu'on a rencontré nos amis de chez Boulanger par exemple, mais on a aussi rencontré le Veolia, PepsiCo, Nestlé, enfin des tas de gens très importants et très influents dans ce monde-là. On a même rencontré étonnamment notre conseiller régional et toute la bande entre guillemets politique de la région PACA sur place, quoi, alors qu'on n'arrive même pas à leur parler localement. Mais c'est comme ça. En gros, il faut bien comprendre que c'est un espèce je dirais qu'on pourrait le comparer au sommet qui a lieu en Suisse concernant l'économie mondiale. C'est-à-dire que concernant l'innovation et donc les nouveaux produits qui vont être sélectionnés par telle ou telle centrale d'achat, c'est le must mondial. oui, c'est ça. Et même en France, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est là-bas que vous avez pu rencontrer Et vos j'en suis le clients premier français. désolé, parce que normalement on devrait faire un salon en France. On a un très beau mondial de l'automobile qui est le plus gros salon d'automobile mondial en France, et donc on s'est organisé des salons. Mais là sur l'innovation, on s'est fait complètement swapper. L'Allemagne s'est fait swapper derrière parce qu'elle avait encore un salon d'innovation il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai. Et malheureusement, on s'est tous fait voler entre guillemets les plateformes d'échange par les États-Unis. Hein. Voilà, ils ont tout concentré à Las Vegas et nous on n'a rien fait contre. Hein. Donc maintenant on est un peu esclave de ce mouvement Et en même contre temps, bon, lequel bah, c'est je ça qui a oui. permis de développer l'entreprise. C'est toujours ça, quoi. Oui, donc de toute façon, aujourd'hui, pour une start-up, la question ne se pose pas s'il faut y aller ou pas. À nous de nous poser les questions derrière. Si on doit renouveler des salons de l'innovation européens, il faut donner une échelle européenne aux choses et pas se contenter de pleurer parce qu'il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis et que ça nous dépasse. Et Mais bon, justement, ça, c'est on quoi peut pas le. Oui. de développement? Parce que là, donc, vous êtes allé aux États-Unis, mais au final, pour trouver des acheteurs, vous avez trouvé des acheteurs qui sont, au final, enfin, on parle Français. beaucoup de boulangers, mais est-ce que Oui. déjà, vous avez une boutique, une e-boutique, donc est-ce que vous avez quand même ce canal qui est actif? Et puis, est-ce que vous avez d'autres acheteurs? Est-ce que vous avez une ambition européenne ou vous disiez mondiale? Et comment Oui. vous projetez un petit peu dans tout ça? Bah là, on est en plein dedans, donc c'est des réflexions qui changent tous les jours parce que c'est un nouveau métier pour nous, c'est du scale-up et nous on est plutôt on vient plutôt du monde de l'innovation et là on est en train de multiplier les chiffres d'affaires. C'est plus le même métier, donc c'est plus un problème de marketing aujourd'hui, la pénétration internationale, en particulier au niveau européen, puisqu'on a quand même la chance d'avoir des réseaux logistiques en Europe qui font qu'on peut à peu près servir tous les pays d'Europe from Aix-en-Provence, je dirais. Donc ça c'est possible. Par contre, il faut savoir aussi avoir des contenus actifs sur son site web qui soient dans toutes les langues, parce qu'un Allemand il va pas lire du français, et puis c'est pas ce que je lui reproche, hein, c'est pas le problème, mais c'est comme ça, et c'est pareil pour un Espagnol ou un Italien. Et il faut aussi savoir animer les choses, c'est-à-dire qu'il faut être présent quand même au moins de manière digitale avec quelqu'un qui est fluente au niveau culturel et au niveau langage sur le pays où on veut aller, même si on reste chez soi. On est bien d'accord. Hein. Donc ça, c'est une première stratégie qu'on est en train de déplier, c'est-à-dire qu'on rajoute du contenu sur le site
et on le fait traduire par des professionnels pour être référencé par Google dans tous les pays d'Europe, ce qu'on avait négligé au début, parce qu'au début, on se concentre sur ce qu'on peut faire. Et pour le reste, c'est-à-dire l'international, on est en train de signer un contrat, par exemple, avec un monsieur en Suisse qui va nous importer, parce que la Suisse fait pas partie de la communauté européenne au sens communautaire. Hein. Donc on est bien obligé de la considérer au même titre que les États-Unis ou l'Angleterre aujourd'hui. On a signé un contrat avec une société américaine qui a été constituée pour ce besoin-là, hein, c'est-à-dire qu'il ne fait que l'importation de nos produits aux USA il y a quelques mois. Et puis, on essaye de se calmer aussi parce que il faut pouvoir quand même se player tous ces gens-là. Hein, c'est-à-dire qu'il faut leur donner de quoi manger et de quoi vendre, même si on leur vend, mais il faut être capable nous-mêmes de monter les volumes de fabrication. Voilà. Et donc, on en est à peu près là aujourd'hui. On voit bien que les ventes européennes commencent à augmenter, alors même qu'on n'a pas commencé l'animation réellement multilingue. Donc, on sent que le vaisseau décolle. Après, il faut constamment barrer entre la vitesse de progression, l'argent qu'on met dans le digital et dans le marketing digital et dans le développement international, et l'argent qu'on met dans la fabrication pour arriver à renforcer nos stocks, quoi. Donc, on revient ça à un équilibre aussi qui soit le plus organique possible, quoi. Oui. Et une autre question sur concrètement la fabrication, parce que du coup, donc, on parle de cette techno, vous venez du monde de l'innovation, vous trouvez cette innovation, vous brevetez. Là maintenant, c'est en train de scaler, donc du coup, il faut fabriquer plus, en gros, et puis plus vous aurez de contenu, plus vous allez fabriquer. Aujourd'hui, où est-ce que c'est fabriqué ce produit-là? Est-ce qu'il y a de la matière première qui vient de plusieurs endroits? Comment vous arrivez à gérer ça? Est-ce qu'il y a un seul lieu de production? C'est une excellente question aussi. La réponse est un peu complexe, mais je vais commencer par le début. D'abord, on a commencé par vouloir fabriquer en Europe, parce qu'on considère qu'on est des Européens plus que des Français, même si ça peut faire vibrer la tête de certaines personnes, mais j'ai pas honte de le dire. Mais je pense qu'on devrait plus souvent s'associer entre Européens, et en particulier au niveau du financement des startups, par exemple. Ça nous permettrait d'atteindre la dimension des Américains et de dépasser celle des Anglais. Et aujourd'hui, on est des nains par rapport à eux. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, ça ne nous permettrait pas, en fait, notre dimension française aujourd'hui, de créer un Tesla, par exemple, hein, pour ne citer que lui. Mais on pourrait parler d'Amazon, hein, c'est pareil. On a le même problème, ou de Google. Bref. Et donc, on est allé chercher en Europe, parce qu'en fait, en France, il n'y a pas de fabricant de ce verre qu'on utilise, qui s'appelle le verre borosilicate. Le seul fabricant, c'est l'ex-Saint-Gobain. Malheureusement, il le fabrique dans son usine de Sao Paulo, au Brésil. Donc, c'était pas une vraie solution. Donc, on a fini en Tchéquie, où la Tchéquie a des usines de ce genre-là, avec des Tchèques sans provision, hein, parce qu'ils nous ont gentiment dit qu'à moins de 100 000 pièces, de toute façon, ils écoutaient personne, et qu'il y avait 50 à 100 000 euros à mettre sur la table pour fabriquer un moule. Tout ça pour faire une bouteille, hein. Donc on est retourné en Chine, hein, voilà, je le cache pas, et j'en suis fier d'ailleurs, parce que aujourd'hui on a établi une relation presque fraternelle, je dirais, avec nos fournisseurs. Hein. On a passé un mois avec eux à mettre au point le produit, et du coup là-bas on a des gens qui nous fabriquent des bouteilles par 5000 par exemple, hein, donc ça nous permet de faire nos batchs habituellement. Et du coup on a tout rassemblé autour de la bouteille, parce que la bouteille étant le produit le plus lourd et le plus gros de notre produit. On a cherché une usine pour extruder l'aluminium pas loin, on a cherché une usine d'emballage pour faire l'emballage pas loin, et on regroupe tous nos produits au même endroit qui s'appelle le Shandong, c'est une province de Chine qui est un peu à gauche de la capitale, un peu proche de la Mongolie, là, de la muraille de Chine, hein. C'est vraiment un endroit perdu où il n'y a pas de touristes, il y a pas de, vous avez même pas le droit de réserver une chambre d'hôtel ou de la payer d'ailleurs, hein. C'est vraiment une région qui est fermée aux étrangers. Et donc c'est nos partenaires qui font tout ce qui est réservation, etc. Et voilà, on est resté un mois, on a fabriqué ensemble les produits, on les a assemblés ensemble, on les a expédiés ensemble, on est reparti parce qu'on avait un visa d'un mois de toute façon, donc on ne pouvait pas rester un jour de plus. Et bien nous en a pris, puisque le Covid est arrivé quelques mois plus tard, et du coup notre qualité de relation avec notre partenaire chinois a fait que il a pu continuer sans nous, alors qu'on avait prévu d'y retourner, bien sûr. Mais on n'a pas pu y retourner, il faut dire les choses comme elles sont. On ne peut toujours pas y retourner. Enfin, on pourrait, mais c'est vraiment compliqué. Et en fait, tout s'est bien passé. Grâce à ça, on a pu continuer à fabriquer et ne pas faire de trous d'approvisionnement. Aujourd'hui, il se passe un problème plus grave, hein, que tout le monde subit et de plein fouet, c'est la rupture de chaîne d'approvisionnement sur les composants électroniques. C'est un problème mondial, comme je le disais, sauf que
évidemment, et vous le savez comme moi, la plupart des composants électroniques qui sont fabriqués en Chine. Donc quelque part, c'est le premier endroit pour aller les trouver aujourd'hui, même s'ils sont en rupture aussi là-bas. Et donc c'est des nouveaux problèmes pour nous. On est en train de redesigner des circuits électroniques ici en France pour s'adapter à des nouveaux composants qui sont encore disponibles alors que les autres ont disparu. Donc ça fait partie de la vie d'un industriel et ça fait partie des échecs entre guillemets qu'on peut rencontrer ou du moins des rochers, hein, parce que bien sûr on va le contourner ce rocher. Mais Est-ce que vous on pouvez est en plein rappeler dedans. juste dans ce cadre-là, parce que là on parle de composants électroniques, Oui, alors sans entrer non plus dans un détail de 2 heures, mais juste oui. comme nous là on parlait de purification d'eau, quels sont les composants électroniques qui sont nécessaires pour Oh, votre chaîne d'approvisionnement? c'est très simple. Le composant majeur, en fait, c'est les LED UVA, celles qui reproduisent les UVA solaires, en fait. Je dirais, quelque chose comme 30% du prix de revient du produit. Et ensuite, c'est des petits composants de rien du tout, qu'on appelle des résistances ou des condensateurs, ou des microcontrôleurs, c'est-à-dire des petites puces qui font que la machine, elle va détecter la présence de la bouteille, des sensors d'ailleurs, et évidemment une puce programmable, donc pour pouvoir euh, temporiser les 15 minutes d'allumage des LED UVA pendant que la bouteille est dedans, l'arrêter à la fin du traitement, tout ce genre de choses. Et c'est ces puces-là qui sont en tension aujourd'hui, parce que tous les microcontrôleurs, par exemple, on utilise beaucoup dans les voitures électriques encore plus que dans les voitures thermiques. Et il y a une tension, et la plupart des fabricants automobiles, comme Peugeot ou Renault ou Tesla d'ailleurs, ont bloqué les commandes chez les fabricants de puces mondiaux. Et donc nous, on arrive comme le petit poussé chez le fabricant en disant nous, on en voudrait 5000 ou 10 000, alors qu'il a déjà des volumes de plusieurs millions de produits qui sont bloqués par des tas de gens. Et on a du mal à s'approvisionner à cause de ça, oui, parce que D'accord. en gros, le Covid a créé une tension de partout, hein. Le prix de transfert d'un Ouais, c'est container, très il s'est multiplié par 5. Oui, Pardon? oui, non, mais c'est très concret en fait comme exemple Oui, justement sur l'impact oui. aussi de cette situation qu'on vit actuellement sur le développement Mm. d'une entreprise comme celle-là, quoi. Bien sûr, Ok, bien hyper sûr. intéressant. Et du coup, vous dans votre ambition, dans vos envies, est-ce qu'il y a, parce que pour toucher, pour être à grande échelle, vous passez quand même beaucoup par du B2B, par des revendeurs. Est-ce que vous avez quand même envie de vraiment développer le canal en B2C en étant en direct client? Est-ce que vous parlez aujourd'hui avec les clients, parce que vous disiez que c'est eux qui vous ont remonté le fait de participer Oui, financièrement. Comment vous faites pour leur parler aujourd'hui à ces clients? c'est aussi eux qui nous ont remonté le moral, hein, parce que on reçoit un message de félicitations tous les jours, et ça fait du Génial. bien quand même, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, même si on n'est pas inféodé par notre ego, et c'est pas l'ego forcément, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont heureux. En fait non, je vais vous donner un chiffre qui vous éclairera. Aujourd'hui, on arrive à atteindre directement 50% de nos clients. C'est-à-dire que l'impact du B2B2C, comme vous citiez précédemment, n'est que de la moitié. D'accord, énorme. Et comment Et vous donc avez on fait a ça? l'intention de continuer. On a repris le dessus au niveau numérique pendant le premier confinement, tout Ouais. simplement en s'apercevant. On était sur Amazon à l'époque et ça marchait bien. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que ça marchait à peu près aussi bien que ce que ça marche aujourd'hui, mais sauf que c'était Amazon qui gérait entre guillemets la plateforme de vente. Hein. Et on avait très peur que ça s'arrête. Et évidemment, il est arrivé ce qui devait arriver. Ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il y a eu, je sais pas si vous vous rappelez, un peu d'agitation sociale à l'époque. Et les entrepôts Amazon ont été plus ou moins chahutés, fermés, grévés, etc. Et donc nos ventes, elles se sont divisées par 10 en l'espace d'un mois, quoi. Ok. Donc on s'est dit là, c'était le moment ou jamais de faire quelque chose parce que ça va pas. Et en fait, on a globalement arrêté Amazon tel que, et on a remonté une boutique en ligne propre, documentée. Enfin, on a mis des efforts pour que notre outil numérique soit un peu plus sexy. Et en fait, on a dépassé les chiffres d'Amazon en 6 mois, en direct. Et Donc, est-ce que vous avez 2, 3 petites bonnes pratiques, astuces pour ceux qui nous écoutent de ce que vous oui, avez pu mettre en place? Parce que quand même, c'est un métier, c'est un produit qui est très spécifique. Comment vous avez fait oui. pour utiliser le numérique et arriver à un 50-50 sur B2B2C et B2C? C'est énorme, hein, quand même. Oui, c'est énorme. Mais la première chose qu'on avait négligée, c'était le référencement. En fait, on Oui. n'avait pas bossé du tout notre truc. On avait fait un site web un peu corporate entre guillemets et une boutique associée à ce site web corporate. Mais bon,
on n'avait pas trop investi, on va dire. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et en fait, du coup, on n'était pas du tout référencé. Donc forcément, quand vous n'êtes pas référencé, si vous n'allez pas sur des plateformes comme Amazon, par exemple, et que en plus vous payez pas la promotion Amazon, eh ben, vous êtes inconnu, hein, personne ne peut vous trouver. Donc le premier effort, il a été de créer du contenu, c'est-à-dire de commencer à créer du contenu intelligent et de l'ajouter aux pages du site web et de commencer à travailler un peu la technique derrière les pages, c'est-à-dire d'enlever les bugs entre guillemets, de renforcer ce qu'on appelle le SEO, le référencement naturel, l'emploi des bons mots-clés. Et puis ensuite, renouveler. Au bout de 3 ou 4 mois, on est arrivé en première page sur le mot purificateur d'eau, en étant premier de la première page sur Osmoser, alors que c'est pas notre produit, mais c'est un concurrent entre guillemets. On a réussi des miracles. C'est-à-dire que si vous en parlez à un référenceur professionnel, il vous dira que c'est pas possible. En fait, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que du coup, comment vous avez fait, parce que c'est souvent un sujet tout ça, c'est-à-dire que les gens connaissent les concepts du SEO, de comment quel canal utiliser, mais au final, soit ils essayent, ça marche pas, ils font appel à des agences, mais ils comprennent pas trop. Vous, comment vous avez fait? Vous vous êtes fait aider? Vous avez écrit vous-même? Non, oui et non. Bien sûr que je me suis fait aider. D'abord, j'ai payé un audit à une des boîtes les plus sérieuses de Paris. Ça m'a coûté 10 000 balles. Et ils nous ont fait un vrai audit. C'est-à-dire qu'ils nous ont rendu, ils nous ont un peu massacré sur les points négatifs. Ils nous ont dit comment en sortir. Ils nous ont accompagnés sur la possibilité d'en sortir. Et donc déjà, on a mis tout au propre. C'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais si on part pas d'une super structure qui soit solide, on peut pas enrichir. Oui. Une fois qu'on a fait ça, ils nous ont quand même redonné des conseils par rapport à comment on fait du référencement aujourd'hui, parce que moi j'avais fait ça il y a très longtemps et j'étais devenu premier sur Kit vélo électrique, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors que pareil, les professionnels me disaient que ça sera pas possible parce que c'est un mot trop générique. Et en fait, non, c'est pas vrai. D'abord, faut pas les croire, les professionnels, parce que les professionnels, que ce soit du SEO ou du marketing, ça reste des dizaines de bonnes aventures. C'est-à-dire qu'il y a des bons, et il y a des mauvais, c'est vrai. Par contre, on a la fâcheuse habitude de leur demander des prévisionnels, entre guillemets, et ça, ils savent pas répondre. En fait, les algorithmes de Google, ils peuvent changer demain matin, cette nuit, ou ils ont peut-être changé hier, et vous le savez pas. Et en fait, Google, il arrête pas d'améliorer ce qu'on appelle la pertinence. Et quand même, ça fait 20 ans qu'il travaille sur la pertinence, donc elle s'améliore, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, il suffit d'y croire, quoi. C'est un peu comme Indiana Jones quand il met le pied sur la passerelle. Oui, et puis de le faire et de se renseigner, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même très curieux et ah oui, ça, il faut garder sa curiosité d'enfant, oui, c'est clair. En tant qu'agence, bon, pour le coup, je parle en tant qu'agence là, mais c'est aussi de notre devoir du coup d'être justement au courant de tout ça quand on accompagne les clients. Je pense que aussi cette partie-là. Oui, vous avez toute liberté de taper justement ce genre de recherche sur Google, comment devenir numéro 1 sur mon mot-clé, et vous allez tomber sur tout un tas de gens qui vous font des réponses de plus ou moins bonne qualité, avec un cerveau bien fait, vous en lisez 4 et vous faites la moyenne et vous comprenez très bien où il faut aller. C'est clair. Ok, donc vous vous êtes motivé à deux en gros. Vous avez quand même fait appel à des prestataires pour auditer et ensuite c'est vous les mains dans le cambouis, vous avez créé du contenu, vous avez surtout fait du contenu au final. Oui. Pour monter en organique. Avec le double avantage que quand vous faites du contenu, vous renseignez votre client. Vous faites pas que du référencement naturel, vous appuyez votre technologie, vous appuyez vos produits. Vous évitez à des clients de vous envoyer des emails pour vous poser des questions redondantes. Donc c'est important d'amener du contenu. Après, je dis pas qu'il faut pas discuter avec ses clients, mais il est évident que des questions, quand vous avez des questions redondantes, ça veut dire que vous devez créer du contenu, tout simplement. Bien sûr. Et créer une FAQ, ça suffit pas. Je veux dire, quand on est dans le processus de purification de l'eau, il y a des tas de questions qui touchent la santé, la science, enfin, des tas de trucs que les gens se posent comme problématiques. Genre, ils pensent tous qu'il y a des bactéries dans l'eau du robinet alors qu'il n'y en a pas. C'est des détails, mais bon, il faut le dire. Et le dire, ça suffit pas. Il faut l'expliquer, il faut montrer ses références. Voilà. Et ça solidifie, en fait, la crédibilité. Parce que quand on est en numérique sur un processus qui améliore le goût, c'est pas facile, hein. C'est-à-dire que, ok, on peut prétendre qu'il y a des abattements de produits chimiques, mais les gens les voient pas, les produits chimiques. Ils les connaissent pas, ils savent pas qu'il y en a. Bon, la seule chose qu'ils voient, finalement, c'est le goût. Hein. Ils boivent une eau du robinet qui est bonne ou qui est mauvaise, et ils font la gueule ou ils font pas la gueule. Et ils achètent de l'eau en bouteille ou pas. Voilà, on en est là, au niveau du process. Donc, faut arriver à les convaincre avec des arguments solides. Et ça demande du contenu solide. Il faut travailler son contenu très proprement. Et surtout pas bricoler de la traduction automatique quand on veut passer à l'international. Surtout pas. C'est clair. Voilà, donc c'est des détails, mais c'est ces détails en fait qui font que quand vous rentrez dans une boutique et que ça sent mauvais, par exemple, vous allez rien acheter, vous allez sortir.
voyez, Ouais. c'est exactement pareil sur le digital. Il faut vraiment qu'il y ait une réassurance permanente. C'est clair. Je suis bien d'accord avec vous. C'est hyper intéressant. Je pense que c'est une vraie clé pour ceux qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup pour ce partage-là. Avec Euh, plaisir. j'ai une question sur votre mesure d'impact. Comment vous mesurez votre impact à vous? Ça, c'est vraiment très simple, par contre. En Ouais, fait, on a quelques chiffres clés qui concernent la bouteille en plastique que tout le monde achète au supermarché, la bouteille d'eau, qui sont largement analysées par les Suisses, les Français, les Américains, les Anglais, etc. Donc, on a des études scientifiques là-dessus sur leur impact. Et nous, on sait à peu près, enfin, on sait pas à peu près, on est sûr que quand une personne a acheté notre produit, elle a fait un divorce définitif avec l'eau en bouteille plastique. Donc du d'accord. coup, étant donné qu'on a une consommation du foyer moyen en France de 400 bouteilles d'eau minérale par an en plastique, eh ben on a un impact très facile à mesurer. On est en 5 ans à 100 millions de bouteilles économisées. Et aujourd'hui, Ok, on en est déjà à 8 millions, je crois. ok, Et donc génial. après, vous avez toutes les déclinaisons du CO2, du plastique qui va derrière, quoi. C'est assez facile à déplier puisqu'on a des études qui donnent les impacts CO2 et plastique de ces trucs-là. Mais bon, le plus gros impact, c'est qu'on a quand même changé la vie des gens. C'est-à-dire qu'ils nous écrivent en nous félicitant parce que justement, ils n'avaient pas compris qu'ils allaient non seulement gagner de l'argent, mais aussi gagner du confort et de l'illimité, entre guillemets, parce que quel que soit leur besoin en nombre de bouteilles d'eau, ils pourront le remplir. Et ils pourront donc en fabriquer autant qu'ils en veulent. Ils ont plus besoin de se charger avec 2 fois 9 kilos par bras. Ils ont plus ce problème d'aller faire un tour de voiture au supermarché pour aller acheter de l'eau parce qu'il y en a plus. Enfin, c'est quand même un gain qui dépasse largement l'argent. Et je Bien crois que c'est un peu comme ça que SodaStream fait son travail aussi. Parce qu'en fait, si vous faites votre calcul, vous voyez ce que c'est une machine SodaStream, c'est une machine à gazéifier l'eau chez soi. Bon, bah, si vous faites votre calcul et que vous voulez gagner de l'argent, ne l'achetez pas. Parce qu'en sûr. vérité, vous allez payer votre soda 30% plus cher qu'un soda en grande surface. Mais par contre, vous aurez plus besoin de bouger des bouteilles, vous aurez plus besoin de vous demander si vous en avez dans le frigo ou pas. Et ça, c'est un Oui, confort de bien, il vie. va au-delà de l'aspect financier ou de l'aspect économique, quoi. Exactement, exactement. C'est Donc, clair. on est un peu, enfin, aujourd'hui, on est dans cette classe de clientèle-là qui veut s'occuper de sa santé et de l'environnement et qui nous le dit. Hein, on a à peu près 50% de gens qui nous répondent qu'ils ont acheté pour arrêter les bouteilles plastiques et 50% de gens qui l'ont acheté parce que leur eau était pas très bonne au robinet et qu'ils n'arrivaient pas à la consommer, quoi. En gros. Ok. Donc très clair en plus sur ces sujets-là. Hyper intéressant. Il me reste mes dernières petites questions, mes 3 questions que je pose toujours à la fin de ce podcast. Oui. La première d'entre elles, est-ce que vous avez un conseil pour les auditeurs de ce podcast autour du business et de l'impact positif? J'allais faire une réponse stupide qui était de leur conseiller de positiver, mais j'imagine que c'est déjà le mantra habituel de la patronne. Donc, non, je pense qu'au-delà de positiver, je crois qu'il faut quand même avoir une grosse confiance en soi quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas Ouais, hésiter à un peu augmenter sa confiance en soi, sans pour autant faire grossir ses chevilles, bien sûr, parce que sinon on tombe dans l'irrationnel et malheureusement on peut pas travailler son ego et réussir son entreprise à la fois, c'est pas possible. ouais, Donc voilà, il faut quand même garder l'humilité. Il faut surtout pas oublier de travailler en bande. Hein. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui ont un réseau et j'ai pas un réseau parce que je sors d'une grande école, puisque je suis pas allé à l'école ou très peu, mais j'ai un réseau parce que j'ai expérimenté et que j'ai croisé mes expériences avec mes amis qui eux-mêmes sont ou ingénieurs ou chercheurs ou normaux comme moi, mais qui ont de l'expérience vécue professionnelle sur des sujets particuliers. Et en échangeant, en donnant de ces expériences, on sait très bien qu'on peut appeler le même ami le lendemain parce qu'on a besoin de son expérience et il nous la donne. Et ça a une valeur irremplaçable parce que quand on veut mettre au point un prototype, développer un moule en petite série, trouver un sous-traitant en électronique sur une spécialité particulière, on sait qu'on va avoir la réponse dans l'après-midi et qu'on aura le best value en face de soi, quoi, le bon gars au bon prix et qu'on va pas passer 3 mois à le chercher. Et je crois que ça c'est la une des plus grandes recommandation, forces. C'est c'est une des plus clair. grandes forces. Hein. Et sinon, je n'ai pas d'autre conseil que d'être créatif. Hein. Il ne faut pas hésiter à remettre en question tout ce qui a déjà été fait, parce que tout ce qui a déjà été fait est améliorable. Oui, c'est clair. Est-ce que vous pouvez me donner une musique ou un film qui illustre votre vision à vous du business positif? Hum,
Oui, Retour vers le futur, par exemple. Ouais, ok. Mais bon, il y en a beaucoup d'autres. Enfin, c'est pas. Je dirais que moi, c'est plutôt la dystopie, ma passion. Donc, c'est vraiment de créer des environnements avec des conditions différentes et des gens différents et d'expérimenter, bien sûr, virtuellement, hein, ce qui se passe. Hein. Donc, en ce moment, par exemple, je suis en train de lire Ecotopia, qui est une dystopie qui date de Ouais. 1975. Voilà, c'est amusant. Mais bon, Ok. le gars, il avait déjà projeté dans l'avenir ce qui est en train de se passer en ce moment même. D'accord. Ah bah écoutez, je le noterai aussi en référence. Avec Super. plaisir. Hein. Non, c'est passionnant. Et toute dernière question, est-ce que vous avez un acteur à me recommander pour ce podcast qui serait intéressant d'interviewer? Non, non, je suis pas du tout dans ce monde de l'acteur. Je suis plutôt un Ouais. consommateur, donc malheureusement, j'aurais pas de nom à citer. Non, je ne retiens que très peu les noms des acteurs. Ok, eh ben écoutez, c'est très clair. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi et avec les auditeurs pour partager tout ça. Et Plaisir puis hâte partagé, de... Mélodie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà pour ma causerie avec Pascal Nuty. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'axes d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.